Le sujet que vous m'avez demandé de traiter est Le Mendiant, qui est un poème de Victor Hugo, qui est extrait des Contemplations. En l'occurrence, c'est un extrait du livre 5, intitulé En marche. Dans son recueil des Contemplations, Victor Hugo se met en scène lui-même à travers une autobiographie fictive qui montre son évolution autour d'une cassure fondamentale qui est la mort de sa fille. Cette cassure fondamentale est centrale dans l'œuvre et autour de cette cassure va s'articuler la transformation de l'enfant au poète, du poète en père, du père en mage finalement. Cette transformation est un élément qui va définir l'intégralité de ce poème précis, Le Mendiant, qui raconte l'histoire d'une rencontre entre un homme qui passe dans le givre et le vent et du jeu poétique que l'on peut éventuellement assimiler à Victor Hugo lui-même. Je vais donc passer à la lecture du poème. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognai sur ma fenêtre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux, qui vit dans une niche au bas de la montée, et rêve, attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous ? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main, entrez brave homme, et je lui fis donner une jatte de lait. Je m'arrête ici dans la lecture. Je vous ai dit que l'intégralité du recueil des Contemplations était articulée autour de la notion de transformation et que cette notion-là était illustrée de manière particulière par ce poème. Et c'est ce que je vais essayer de montrer en répondant à la question qui m'a été posée. Quelles transformations successives le poème met-il en scène ? Pour répondre à cette question, je vais étudier successivement les trois mouvements que l'on peut dégager de ce texte. Premier mouvement du vers 1 à 9, qui est un mouvement très descriptif, en tout cas très narratif, c'est la description des lieux et des personnages. Deuxième mouvement, du vers 10 au vers 17, qui met en scène la métamorphose du personnage et du lieu à l'intérieur d'une métamorphose de discours. Et enfin, je traiterai les vers 18 à 26, avec la métamorphose finalement du manteau en lui-même, qui a une influence sur la métamorphose du jeu poétique. Je commence ainsi le commentaire avec mon vers 1. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. La description est là pour nous donner le point de départ qui sera amené à se transformer par la suite. On reconnaît du coup la description assez banale du pauvre homme, du givre, du vent. On a une situation d'énonciation qui est relativement claire et une situation initiale qui l'est tout autant. Ce pauvre homme passe dans le givre et le vent devant la vitre du narrateur qui va cogner. Donc il cogne à sa vitre pour faire s'arrêter l'homme et on passe du coup d'un narrateur hétérodiégétique, un pauvre homme, troisième personne, à un narrateur homodiégétique, je. Première transformation sur le plan de l'écriture. Le je cogne sur sa vitre, le passant s'arrête. On a la définition avec la vitre et la porte de deux espaces. On va donc transformer un espace extérieur marqué par le givre, le vent, donc une certaine sauvagerie, un froid, à un espace intérieur chaud et civil, puisqu'il ouvre d'une façon civile. La suite du texte va continuer à décrire un petit peu cet espace extérieur qui sera amené à être transformé. C'est un espace dans lequel règne la bêtise, avec les ânes et les paysans accroupis sur leurs bas, les deux étant mis sur le même plan, avec le double pluriel de leur bas, et notamment le pluriel de leur, qui est le possessif. Donc un univers de bêtise dans lequel s'intègre ce vieux, mais duquel il se distingue aussi. C'était le vieux. Les paysans étaient un pluriel indéfini, on passe à un singulier fortement défini. Le vieux, qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, etc. Donc on a une description du personnage, c'est ce personnage qui va être moteur
des futures transformations. Lui qui vit dans une niche est à la fois relié au ciel et à la terre. Donc il est lié à l'animalité par son lieu de vie, à l'humanité par ceux qui le font vivre, et à la divinité par ses prières. C'est cette triple dimension qui va amener les transformations futures, non pas du personnage, mais de son manteau et de celui avec qui il entre en relation, en l'occurrence le jeu. Ce qui m'amène du coup au deuxième mouvement, je lui criais « Venez vous réchauffer un peu ». Apparaît ici, du coup, en plus du passage de narration, un passage aussi de la narration au discours. Apparition du discours direct, mais c'est là encore une métamorphose, puisqu'on est à la fois dans quelque chose de similaire et de différent, comme le marque dans cette édition l'absence de guillemets. Donc, nous sommes dans le discours direct, mais en même temps, nous sommes toujours fortement reliés à la narration. Ce que va venir confirmer, évidemment, l'utilisation des temps du récit. Donc, le jeu qui était décrit comme supérieur par sa position, puisque le pauvre vieux vit dans une niche au bas de la montée, lui qui était supérieur va du coup, non pas devenir inférieur immédiatement, mais au moins se mettre au même niveau que lui. Il va se mettre au même niveau que lui parce qu'il l'a invité chez lui. On est passé de l'endroit extérieur à l'endroit intérieur qui va être marqué par la chaleur. Venez vous réchauffer un peu. On va se mettre au même niveau, mais c'est encore une nivellation qui est pas égalitaire, puisque là où on lui demande un nom, le pauvre homme va simplement répondre par un adjectif. Là encore, on pourrait éventuellement parler de transformation dans le sens où il n'est même plus un homme. On ne parle pas de réification ici puisqu'il garde des caractères humains, mais en tout cas, il y a toujours une déréliction de ce personnage. Donc je lui pris la main, entrez brave homme, c'est le jeu qui va rétablir l'humanité de celui qui l'invite et lui fait donner une jatte de lait, ce qui rappelle sa supériorité, du moins sociale. Le vieillard grelottait de froid, il me parlait et je lui répondais pensif et sans l'entendre. On pourrait penser à de l'hypocrisie ici, mais en réalité, cela montre que le personnage du jeu se relie suffisamment à celui qui est présent pour comprendre sans entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. C'est là une proposition, ce n'est pas, même si c'est une tournure injonctive, il n'y a pas d'utilisation de l'impératif ici, donc c'est une proposition ou un conseil. En tout cas, c'est le moment où ils vont se réunir, être à nu tous les deux, pour changer. Ce qui amène du coup au troisième mouvement, le manteau tout mangé de vert est celui qui va changer. Cette transformation se fait par la poésie, puisque le manteau est tout mangé de vert et il y a une syllabse sur vert. Et là où il y avait déjà eu une première égalisation des deux personnages, on opère ici un renversement avec le manteau jadis bleu, couleur de la royauté. Donc le pauvre, qui a regagné sa condition d'homme dans le discours, regagne une condition sociale supérieure grâce à son manteau qu'il a enlevé. Donc on se retrouve ici avec deux humains à égalité l'un face à l'autre, et c'est ça qui va marquer le début du changement du narrateur, du personnage principal narrateur. Puisque de manière parallèle, on va avoir le changement du manteau, la transformation du manteau, qui va se transformer en ciel noir étoilé. Cette transformation se fait au niveau sémantique par le fait qu'il y a plein de trous à l'intérieur qui laissent passer la lumière. Au niveau syntaxique, ça va se faire, ou stylistique, ça va se faire par l'analogie avec semblait. Donc son manteau semblait un ciel noir étoilé. Pendant qu'il séchait, donc pendant que cette transformation s'opère, il va y avoir une double transformation des personnages. Donc grâce à la transformation du manteau, les deux personnages qui sont autour vont à leur tour se transformer. Autour de cette transformation du manteau va s'opérer une double transformation des personnages. Ils étaient mis à égalité,
mais ils vont à nouveau changer. Ce ne sont plus deux humains, il va y avoir un personnage qui était pauvre et qui va se transformer en un guide, un mage. Ce n'est plus Victor Hugo qui est mage ici, mais c'est bien le pauvre, puisque le personnage est plein de prières et le manteau s'est transformé finalement en bure, qui est un habit religieux. Et cette bure indique les constellations, c'est-à-dire à la fois l'avenir et la direction que devra prendre le poète, le jeu qui était socialement supérieur, qui donnait des ordres et qui va se mettre au service, en tout cas à la suite du personnage qu'il a invité chez lui. Notre question était donc, quelles transformations successives le poète met-il en scène ? Pour répondre à cette question, nous avons vu qu'il y avait des transformations à la fois stylistiques ou syntaxiques, notamment le passage de la narration au début, au discours au milieu, puis à la description à la fin. Nous avons vu qu'il y avait le passage ou la transformation d'un espace froid et désolé à un espace chaud et civilisé. Nous avons vu qu'il y avait aussi une transformation des personnages qui étaient déshumanisés puis réhumanisés, socialement déséquilibrés, qui étaient remis à niveau, puis dont l'égalité était à nouveau inversée. Et enfin, la transformation la plus impressionnante est la transformation du manteau, qui est celle qui va permettre la transformation finale des deux personnages. Je passe donc à la question de grammaire qui était celle des expansions du nom manteau au vers 18. Alors le nom manteau au vers 18 va être complété et étendu de diverses manières. Tout d'abord, ce manteau est tout mangé de vert et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Donc ça, ce sont les vers 18 à 21. Je prends l'intégralité de la phrase puisque nous aurons des expansions, non pas seulement au vers 18, mais sur l'intégralité de cette phrase. Le manteau va être étendu déjà par des adjectifs, mais aussi par des compléments du nom de différentes natures et de différentes fonctions. Pour ce qui est des adjectifs, bleu évidemment, qui est un adjectif qualificatif, va être complété par d'autres adjectifs, ou en tout cas des participes passés à valeur adjectivale, manger des vers, étaler largement, piquer de mille trous. Ces trois adjectifs, ou ces trois participes passés à valeur adjectivale, vont avoir tous, ainsi que bleu, la fonction d'apposition, puisqu'ils sont tous séparés de manteau par une virgule. Dernier complément, ou dernière expansion du nom, un ciel noir étoilé, qui va être relié à manteau par le verbe sembler et qui va donc constituer un attribut du sujet.